Quelques minutes avant la fin de l'émission, c'est le segment hors champ. Alors, on retrouve Vincent Gautret et Gilles Vernier. Vincent, je commence avec vous. Oui, je voulais vous parler de Google et de droit. Google et son rapport au droit. Si le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, eh bien, on pourrait dire de la même manière que le droit ne se couche jamais sur l'Empire Google. De tous bords, tous côtés, ils sont poursuivis par des consommateurs, par d'autres entreprises, dans plusieurs domaines du droit. Il y a les questions de vie privée, les questions de concurrence, les questions de contrat, d'ailleurs que vous avez tous acceptés sans les lire, j'en suis à peu près sûr. Je confesse. Et face à cette attitude commerciale qui est très, effectivement, agressante et qui doit être contrôlée par le droit, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le droit, lui, le droit Google, le droit tel que Google le perçoit, est relativement négocié et avec un relatif succès. Je vous donner un exemple en matière de vie privée. Il y a quelques mois, Google, face à la publicité comportementale, donc l'utilisation de vos données pour émettre le type de publicité qu'ils proposent à leurs intermédiaires, ils ont négocié avec le commissariat fédéral à la vie privée et en bout de ligne, le fédéral était content de dire regardez, on a fait réfléchir Google et Google disait regardez, nous regardez comme on est prêt à négocier avec n'importe qui. Et ça, ils le font à plusieurs reprises, sauf avec les Européens qui essayent la méthode la plus dure avec un insuccès assez phénoménal. Ils essayent d'imposer des sanctions financières qui ne fonctionnent pas. Donc tout ça pour dire qu'on a une nouvelle vision du droit, à mon avis, où pour Google, le droit, c'est un droit qui est socialement accepté ou acceptable. Il s'assure que la communauté soit un peu en accord avec les inflexions juridiques que le droit leur impose. Intéressant, merci. Gilles Vernier. Alors on va passer un peu du coq à l'âne, puisque je vais vous parler de perruques et de cheveux. Ah bien. Et faire un petit détour par la Chine. Peut-être savez-vous ou pas que l'essentiel des perruques dans le monde sont fabriquées dans des ateliers en Chine. Je l'ignorais. Et peut-être ignorez-vous donc également que l'essentiel du cheveu qui est utilisé pour la fabrication de ces perruques vient d'Inde. Vous me l'apprenez aussi. Pour différentes raisons, le cheveu indien se porte particulièrement bien à la fabrication de perruques. Alors d'où viennent ces cheveux? Eh bien pour l'essentiel, ils viennent de deux destinations. La première, ils viennent de temples hindous où des pèlerins au quotidien font don de leurs cheveux dans un acte de dévotion. Au temple de Tirupati, par exemple, dans le sud de l'Inde, ce sont 15 000 pèlerins qui se font tondre chaque jour, et notamment 5 000 femmes, un tiers de femmes, qui laissent de longues nattes de cheveux, qui se retrouvent ensuite embarqués dans des réseaux de distribution vers des ateliers en Chine où les perruques sont fabriquées. La seconde destination, moins reluisante, provient en fait de déchets ménagers, de décharges publiques, où le cheveu est collecté manuellement par des rack pickers et ces cheveux se retrouvent également sur les mêmes lignes de fabrication où les ouvrières chinoises passent leur journée à défaire des nœuds de cheveux de cette manière. Ah oui, c'est effectivement un peu moins noble et c'est une tâche de récupérer tous ces minces cheveux dans les déchets. Vincent Gautret, Gilles Vernier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et merci également à vous d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous au Canal Savoir sur le site du Cerium et du Devoir. Merci. Au revoir.